Durabilité. Développement durable. Ces mots, on en a plein la bouche. On investit dans l'énergie renouvelable, on utilise des lampes économiques et on se rend au travail à vélo. C'est clair, tenir compte des limites de la planète et maintenir la biodiversité, c'est donner aux générations futures un monde viable en héritage. Dans tous les milieux, c'est la diversité des formes de vie qui assure l'équilibre. Mais qu'en est-il de la société des humains ? Elle aussi, elle a besoin de diversité et d'interconnexion pour survivre, avec les fonctions vitales en équilibre. Le travail productif, le travail de soins aux différentes générations, le travail social et le travail pour soi. Notre société est-elle durable ? Devons-nous aussi prendre soin de notre monde humain et veiller à la diversité des rôles et aux besoins des générations futures ? Prenez par exemple Myriam. Elle a 38 ans, elle est mariée et a 2 jeunes enfants. Elle a un métier passionnant dans une banque avec des collègues agréables et des clients reconnaissants. Et elle touche un salaire assez élevé. Elle et son mari David ont pu acheter une belle maison. Ils travaillent tous les deux à temps plein pour rembourser leur emprunt. L'entreprise informatique où travaille David a été récemment délocalisée en Inde. Il y passe 1 semaine sur 2. C'est donc surtout Myriam qui prend soin de la famille. En plus, Myriam essaie de rendre régulièrement visite à sa mère qui vit en maison de repos. Heureusement, 2 jours par semaine, Myriam se fait aider par une femme de ménage, Léna. Et pour se dégager du stress, elle va de temps à autre au cours de yoga pendant qu'une baby-sitter garde ses enfants. En bref, même si son emploi du temps bien rempli lui pèse parfois, elle maintient son équilibre. Voyez plutôt, un excellent emploi, de bons contacts sociaux, un soutien dans les tâches domestiques et un espace pour son épanouissement personnel. Léna aussi a 38 ans. Elle est mariée, a 2 enfants et travaille à temps plein comme aide ménagère. Elle a un horaire décalé et travaille souvent avant et après les heures d'école. Vu que son mari Salim travaille à temps plein dans une équipe tournante, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée est difficile et frustrante pour tous les deux. Comme aide ménagère, Léna travaille souvent seule. Elle n'a pas de collègues et voit à peine ses clients. De ce fait, elle reçoit peu de reconnaissance pour son travail. Sans compter qu'elle ne touche pas grand-chose. Elle fait aussi les courses pour sa mère qui se déplace difficilement. Comme elle ne peut pas se payer une aide ménagère, il lui reste peu de temps pour les loisirs. En bref, l'emploi du temps de Léna est aussi bien rempli. Mais contrairement à Myriam, elle n'a pas la possibilité d'équilibrer les tâches, avec des charges qui pèsent trop dans la balance. Un emploi exigeant, peu d'aide dans les tâches domestiques, et en revanche, peu d'espace pour des contacts sociaux et pour son épanouissement personnel. Léna devrait-elle aussi faire appel à une aide ménagère et à une aide familiale pour sa mère ? Ça ne ferait que déplacer le problème. Si le travail de David ne lui laisse aucun espace pour le soin, Myriam doit s'en charger seule. Elle peut à son tour le déléguer à Léna. Et si pour Léna c'est trop lourd d'assumer en plus de son emploi le soin de la famille, à qui doit-elle le transmettre ? Et quand sera-t-il des besoins de cette personne ? C'est une chaîne sans fin. Dans notre société, le travail de soin n'est pas réellement valorisé. Le soin que David et Myriam consacrent à leurs enfants ou à leur mère âgée n'est pas considéré comme du travail. Pour eux, le travail est lié aux finances et aux ordinateurs. Ce n'est que lorsque Léna les aide et perçoit un salaire en contrepartie que le soin est reconnu comme du travail. Ce n'est pas tout. Dans notre système économique, la personne qui travaille dans le secteur des soins gagne moins que celle qui est responsable d'ordinateurs ou de finances. Et pourtant, les tâches de soins sont indispensables à la société. Ce n'est donc pas le contenu ou la valeur sociale qui fait qu'une activité est reconnue comme du travail, mais uniquement le fait qu'elle est réalisée contre de l'argent. Il y a quelque chose qui cloche là, non ? Abordons la question sous un autre angle. Dans un pays, on a l'État, les organisations et entreprises, et les citoyens qui doivent pouvoir assumer différentes fonctions. L'État réglemente certaines de ces fonctions, et cela au moyen d'argent. Cet argent, il le perçoit entre autres via l'impôt sur l'emploi. Si on travaille dans le cadre d'un contrat de travail, on perçoit de l'argent en contrepartie. Sur ce salaire, on paye des impôts pour assurer notamment son droit à la pension. Entendez bien, son droit. David, qui travaille à temps plein, aura droit à une pension complète quand il sera à la retraite. Mais ce sont les futurs travailleurs et travailleuses qui devront payer ce droit. Donc, pour nos vieux jours, il ne suffit pas d'avoir des droits, on a aussi besoin d'enfants. Et pour vivre dignement, l'argent ne suffit pas.
On a aussi besoin de jeunes qui travaillent et qui assurent des soins aux personnes âgées. Pourquoi quelqu'un qui prend soin d'enfants et qui ainsi contribue indiscutablement au système de pension n'y a pourtant pas droit? Seules les personnes qui sont payées pour éduquer des enfants sont reconnues, et encore pas tant que cela. Leur salaire sera moins élevé que quelqu'un qui travaille dans une entreprise informatique ou dans une banque, par exemple. Travailler, ça voudrait dire gagner de l'argent. Mais ça ne garantit pas qu'on trouve un équilibre dans sa vie, ni qu'on sera bien soigné dans notre vieillesse. Et cela, même si on a travaillé dur. Le travail rémunéré seul ne peut pas tout résoudre. On aura toujours besoin du travail de soins, du travail social et du travail pour soi, c'est-à-dire d'agréables relations et de la possibilité de développer une riche palette de talents. Le tout en équilibre. Revenons à Léna. Quand elle prend soin de la famille de David et de Myriam, elle paye des impôts et assure son droit à la pension. Mais elle-même reçoit si peu de reconnaissance et touche un salaire si bas qu'il lui est difficile de maintenir l'équilibre. Elle a peu de temps pour prendre soin de sa propre famille et elle ne peut pas confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Elle ne peut même pas s'offrir un ordinateur. Et pas question pour elle non plus d'engager une aide ménagère. Comment peut-elle retrouver un équilibre? Doit-elle travailler encore plus et gagner assez pour pouvoir se payer ce dont elle a besoin? Où tout cela finira-t-il? Ne vaudrait-il pas mieux organiser et valoriser les différentes formes de travail pour que tout le monde puisse développer toutes les formes de travail et les maintenir en équilibre? Ne devons-nous pas chercher un système de valorisation du travail qui assure la diversité des tâches de manière équitable? Cette analyse du travail ne se limite pas aux aides ménagères et aux soins pour les personnes âgées. Elle s'applique à beaucoup d'autres situations. Pensez à celles et ceux qui aident les enfants à traverser la rue devant leur école, ou qui aident leurs voisins du 3e âge à cultiver leur potager tout en écoutant ces histoires. Pensez aussi à celles et ceux qui en aident d'autres à croire en leurs talents et à comprendre leur importance au sein de la société. Toutes ces actions sont indispensables à une société en équilibre. Celles et ceux qui voudraient ne valoriser ces formes de travail que par de l'argent ou un salaire en feraient un luxe impayable. Et toutes ces formes de travail disparaîtraient. La diversité, cela signifie donc que le modèle du travail doit être plus riche et plus varié. Tout comme la diversité garantit la viabilité de la nature, la diversité des talents et des rôles assure la viabilité du tissu social. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Toutes les formes de talent et de travail doivent être exploitées et valorisées de manière équilibrée. Nous sommes donc toutes et tous à la recherche de nouvelles façons de collaborer et de façonner la société. Tout le monde est invité à y réfléchir.